On va démarrer avec le dossier médical. Donc, que ce soit en clinique ou à l'hôpital, vous vous rappelez, deux sortes d'établissements, le public et le privé. Donc, ces informations, quand un patient va entrer en établissement public ou en établissement privé, quel que soit l'environnement dans lequel il va aller, s'il n'est jamais rentré dans la structure, on va lui créer un dossier. Si ce patient est déjà connu de la structure, c'est-à-dire qu'il est suivi par les professionnels de santé qui travaillent au sein de cette structure, le dossier va être ressorti puisqu'il est archivé et il va être alimenté en fonction des nouveaux éléments qui vont être vus et consignés dans ce dossier. Donc, l'obligation de création d'un dossier médical en structure est obligatoire depuis 1970 pour la structure hospitalière. Et pour les médecins libéraux, donc ce sont les cabinets de ville, donc les médecins qui travaillent à l'extérieur d'une structure médicale, l'obligation date de 1995. On a retrouvé dans l'histoire une trace de dossier médical qui date de 1600, mais à l'époque, ça n'était pas obligatoire. Et ces éléments sont devenus obligatoires en raison du risque que prend le patient quand il va se faire soigner. Il y a toujours un risque, il n'est pas zéro. Et le risque que prennent les professionnels, puisqu'ils ont une obligation de moyens et de sécurité sanitaire pour les patients. Donc 70 pour les structures médicales privées ou publiques et 1995 pour les structures, les cabinets de ville. Donc ça, c'est légal, hein, c'est comme ça. Donc vous allez voir un médecin, votre voisin va voir un médecin, peu importe qui va le voir, un dossier est obligatoirement créé et à l'intérieur, vous allez avoir une traçabilité de tout ce qui va être vu et expliqué par le médecin, tout ce qui va être, ça va être consigné à l'intérieur de ce dossier. Donc là, c'était ma petite introduction. Donc nous allons passer au cœur du problème. Enfin, du problème, c'est pas un problème, hein, mais du sujet plutôt. Et on va passer aux différentes formes de dossiers médicaux qui existent. On va aborder le dossier papier et le dossier informatisé. Il y a deux formats de dossiers qui existent. Vous allez me dire, et sans doute me dire, oui, mais maintenant on est plus sur l'ère informatique, numérique, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il ne faut pas oublier que l'informatisation des dossiers médicaux en structure est assez récente. Donc il a fallu que les établissements s'adaptent et acquièrent des logiciels donc, de dossiers patients informatisés qu'on va appeler un DPI en structure. Et ça, c'est assez récent. Donc je dirais l'uniformisation, le fait que les hôpitaux se dotent de ces logiciels, forment le personnel et le déploient, est assez long à faire, assez long à déployer et il y a un coût. Donc les tutelles, donc je vous rappelle, tutelle, haute autorité de santé, agence régionale de santé, ont laissé du temps aux structures pour déployer ce dossier informatisé. Donc ils sont passés d'un format papier à un format informatisé, ce qui signifie pour eux qu'il a fallu scanner beaucoup de documents. Donc on va parler des deux types de dossiers, puisque actuellement nous sommes à la fois sur un format papier et à la fois sur un format informatisé. Alors on a soit l'un, soit l'autre, soit parfois on a les deux qui cohabitent en structure. Donc je vais vous parler de ces deux dossiers, mais il faut savoir que ces deux types de dossiers fonctionnent exactement de la même manière et sont contextualisés, organisés de la même façon, que ce soit un format papier ou numérique. Donc le dossier va être alimenté en fonction donc, des éléments qui vont être abordés avec le patient. Tout dépend comment il va être appréhendé. C'est-à-dire qu'il vienne en consultation ou qu'il soit hospitalisé, toutes les informations qui vont être abordées à ce moment-là vont être consignées dans ce dossier. Et actuellement, on estime à peu près à environ 94% d'informatisation de ces dossiers. On a encore beaucoup de dossiers papier sur les structures. Donc le dossier médical du patient va être constitué de deux parties. Il faut bien que vous vous souveniez de ces deux parties, c'est important.
On a une partie administrative et une partie médicale. Et attention, et là je vous mets un grand panneau, attention, vous ne mélangez jamais les informations administratives et médicales. Pourquoi? Parce qu'un personnel administratif n'a pas la possibilité d'accès aux informations médicales. Je vous rappelle, je vous pose la question, posez-vous la question de savoir pourquoi il n'a pas accès à ces informations médicales. Je pense que vous avez vite trouvé la réponse. Il y a violation du secret médical, vous savez que c'est très important. Donc cette partie médicale n'est accessible qu'aux professionnels concernés, c'est-à-dire au personnel soignant et à vous-même, puisque vous serez, même si vous êtes une personne administrative, vous avez un accès aux informations médicales que vous devez bien entendu préserver. Elles sont confidentielles. Donc on a bien ces deux parties, je vous le rappelle. Donc le dossier administratif va contenir les principaux éléments de l'identité, des coordonnées téléphoniques, de l'adresse, du médecin traitant, de la personne à prévenir. Elle va être assez légère dans le dossier, cette partie administrative. Elle est généralement consignée sur la page de garde du dossier médical du patient ou sur l'onglet administratif du dossier patient informatisé. C'est la même présentation. Ensuite, nous avons une partie médicale. Cette partie médicale, elle va renseigner toute l'histoire de la prise en charge du patient, que l'on appelle, si vous avez suivi vos cours de vocabulaire médical, l'anamnèse. L'anamnèse, c'est l'histoire du patient. On y reprend ses antécédents personnels, ses antécédents familiaux et l'origine de la prise en charge, l'histoire clinique. Pareil, cette partie va être consignée dans un onglet ou une intercalaire, si vous préférez le terme intercalaire à onglet, c'est pour vous imaginer un petit peu l'organisation interne dans cet onglet qui va être l'onglet de l'histoire clinique. Ce dossier, sur la partie médicale, va se diviser en plusieurs parties, plusieurs onglets ou plusieurs intercalaires, comme vous le souhaitez. Onglet, on va parler sur le dossier informatisé, intercalaire dans le dossier papier. Ces intercalaires vont recevoir la thématique des documents à insérer dans le dossier. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Le patient est opéré et il a automatiquement un compte-rendu opératoire à la suite de son intervention chirurgicale qui va être tracé. Donc, le médecin va dicter un compte-rendu opératoire que la secrétaire médicale ou le secrétaire médical, n'oublions pas que nous avons quelques messieurs dans les formations, va donc saisir ce document. Une fois validé par le chirurgien, un double de ce document va être intégré dans le dossier. Eh bien, ce document va intégrer la partie CRO, compte rendu opératoire. Il n'ira pas rejoindre, par exemple, la partie de l'anamnèse parce que ça ne fait pas partie de cet environnement. Donc, il sera intégré au niveau du compte rendu opératoire. Imaginez-vous un classeur que vous auriez pour suivre quand vous étiez au lycée ou au collège. Vous aviez plusieurs matières et géographie, histoire, mathématiques, etc., etc., eh bien, vous ne mélangiez pas vos cours. Vous les insériez en fonction de la thématique qui était abordée. Eh bien, dans le dossier médical, c'est la même chose. Et là, on va retrouver le compte-rendu opératoire, l'ANAPAT. Donc, l'ANAPAT, je vous rappelle, c'est toute l'étude des tissus anatomiques qui vont être étudiés dans un laboratoire. Donc, on va retrouver un onglet spécifique pour classer ce type de document. Vous allez avoir également toute la partie biologie, la partie imagerie, la partie épreuve fonctionnelle, la partie transfusionnelle, etc., etc. Autant d'onglets en général que de thématiques. Par contre, ce formalisme n'est pas obligatoire d'un hôpital à un autre ou d'une clinique à une autre. Chaque établissement va organiser le contenu de ses dossiers comme il le souhaite. En revanche, c'est-à-dire qu'il aura plus ou moins d'onglets et de thématiques. En revanche, vous aurez toujours la même structuration du dossier. Elle est importante. Une autre information importante du dossier médical, c'est qu'il va comporter un numéro, ce dossier, qu'on appelle un numéro IPP, qui veut dire identifiant patient permanent. Ce numéro, il est propre à chaque établissement, c'est-à-dire qu'il va être créé et généré
par un système algorithmique d'un logiciel et il va être propre à chaque patient. Ce numéro d'IPP ne va pas être celui du voisin. Ça va être vraiment un numéro identique, souvent constitué de 10 chiffres. Et il va être, on le verra quand vous travaillerez une autre thématique, un autre cours qui s'appelle l'identito-vigilance. Il est propre au patient parce qu'il permet de reconnaître qui est le patient qui va recevoir les soins et va éviter ainsi toutes les erreurs médicales qui pourraient être liées à un dossier qui ne serait pas le bon dossier. Donc ce numéro va être unique pour chaque patient, mais il va être unique dans la structure dans laquelle le patient va être suivi. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, un patient qui est suivi dans un établissement A va avoir un numéro IPP propre à cet établissement, quel que soit le médecin qu'il consulte, que ce soit en chirurgie, en dermatologie ou qu'il aille se faire une prise de sang. Il va changer d'hôpital, il va aller dans un établissement B, il aura un autre IPP qui sera identique tout au long de son suivi, mais qui sera différent de l'établissement A, hein, puisque c'est, je vous rappelle, un logiciel qui va créer ce numéro d'IPP. Je ne m'étale pas trop sur ce numéro d'IPP puisqu'il sera repris dans un autre cours lié à la sécurisation des informations que l'on appelle identito-vigilance. Le dossier, donc pour revenir à ce dossier médical, donc je vous expliquais qu'il était constitué de différents onglets, on va y trouver également un dossier de soins. Le dossier de soins infirmier est le dossier que va utiliser le personnel soignant, infirmier, kinésithérapeute, aide-soignant, et ces informations vont être donc de leur ressort et vont être constituées des prises de température, de la tension artérielle, de tout ce qui concerne le nursing hein, ou la prise en charge, je dirais, pratico-pratique de ces soignants. On peut y retrouver également le dossier de bloc opératoire associé au dossier d'anesthésie, puisqu'on sait très bien que quand on se fait opérer, on a forcément une anesthésie, heureusement d'ailleurs, et il va avoir donc toute la partie renseignée par l'anesthésiste. Donc ça, c'est un dossier, une partie, je dirais, on peut dire une partie administrative ou un petit dossier, un petit fichier qui va être collé au dossier du patient. Pareil, si c'est informatique, ces informations seront renseignées dans un onglet correspondant. Imaginez-vous bien les deux formats de dossier. Voilà. Nous avons donc un autre onglet qui va recueillir les documents légaux. Les documents légaux sont des documents qui sont relativement récents, puisqu'ils datent que de 2002. Bon, 2002 est quand même une date assez ancienne, mais ça fait partie des éléments nouveaux et qui prennent appui sur la loi donc du 4 mars 2002, la loi Kouchner, qui est relative aux droits du patient. Et donc nous allons retrouver le consentement éclairé, qui est un document qui contractualise la prise en charge du patient entre le médecin et le patient, c'est-à-dire qu'il va faire ressortir les bénéfices et les risques liés à cette prise en charge pour que le patient prenne la décision d'être soigné, opéré, en général c'est pour les interventions chirurgicales, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire avec savoir quel risque il encourt, mais évidemment quel bénéfice il gagne. On a ce premier document. On en a un second qui est la désignation de la personne de confiance. La personne de confiance est la personne qui va accompagner le patient tout au long de sa prise en charge, qui va avoir connaissance des éléments médicaux et qui va aider le patient à se situer dans l'environnement médical. Donc ça, c'est pareil, c'est un document qui est signé par le patient sur lequel est tracée l'identité de la personne de confiance. Ensuite, on a un autre document qui s'appelle les directives anticipées. Les directives anticipées ne sont pas obligatoires. Comme la personne de confiance, ça n'est pas une obligation de la désigner, mais on doit vous la proposer en structure, on doit la proposer au patient pour qu'il prenne lui-même le choix de désigner quelqu'un ou pas. Les directives anticipées, c'est pareil, ce sont les informations que l'on va écrire, porter à la connaissance des médecins, du
des professionnels de santé, c'est-à-dire c'est ce qu'on souhaite pour sa fin de vie. Je ne suis pas très gaie aujourd'hui, mais ça fait partie de l'environnement, votre futur environnement professionnel. Nous n'avons pas toujours des situations faciles à gérer et les directives anticipées en font partie. Hein, c'est-à-dire que la personne va indiquer, porter à la connaissance de ses professionnels ce qu'elle souhaite pour sa fin de vie. Donc ça, pareil, ce sont des cours qui seront beaucoup plus détaillés dans une autre thématique abordée dans les droits du patient. Mais nous devons retrouver ces éléments-là. Et sur un autre élément important va être le nom de la personne à prévenir en cas de difficultés particulières, de mutation d'un patient, etc., pour que les personnes soient informées de la situation de leur proche qui est hospitalisé. Donc tous ces éléments vont constituer le dossier du patient que l'on va appeler dossier médical unique, le DMU. Ça veut dire que ce dossier, il est commun à tous les environnements, toutes les spécialités que le patient va consulter au cours de sa prise en charge dans un environnement, enfin dans une structure donnée. Donc c'est le DMU, ce dossier est unique et il suit le patient tout au long de sa prise en charge de manière à l'objectif de ce DMU, c'est de ne pas perdre d'informations et d'avoir une prise en charge globale du patient. Donc voilà pour ce second chapitre. Nous allons passer au troisième chapitre